Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Robert Chicot, connu de la police, connu de la gendarmerie et reconnu également par la justice, dont j'ai fait partie pendant 44 ans avant de prendre la retraite il y a à peu près une année. Alors c'est vrai que si mon parcours peut être éventuellement un sujet d'inspiration, je vais vous l'égrener très rapidement au risque de vous lasser, mais je sais que vous êtes très attentifs et je ne peux que me réjouir de l'attention que vous allez porter aux propos qui vont suivre. Je suis arrivé à La Réunion en 1961. 61, j'ai franchi, n'est-ce pas, les milliers de kilomètres qui me séparaient de mon pays natal, Toulouse, et je suis arrivé en qualité d'élève-maître pour devenir instituteur. Puis professeur de collège. Au bout d'une dizaine d'années de travail au sein de l'Éducation nationale, j'avais le sentiment de ne pas avancer comme je devais avancer. Donc j'ai repris mes études au centre universitaire de La Réunion en 1972 et pendant 4 ans, j'ai obtenu ma licence, ma maîtrise, puis j'ai prêté serment en qualité d'avocat en 1977, le 3 mai si j'ai bonne mémoire. Voilà, un parcours un peu atypique qui n'a rien à voir avec l'entrepreneurial, mais qui n'a rien à voir non plus avec le Grand Raid. Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui parmi vous? Alors, Thomas, n'est-ce pas, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, pour attester que j'étais très réticent à venir parmi vous, parce que je ne voyais vraiment pas quelle était ma place. Et en effet, entre l'association Le Grand Raid, dans laquelle je suis tombé en 1993-94 jusqu'en 2021, j'étais vice-président, puis président, mais la structure associative dans laquelle j'évoluais était de très loin de l'entrepreneurial, mot aussi difficile à prononcer qu'à comprendre d'ailleurs. Donc j'étais très réticent, je me disais mais quel est le but de l'entreprise, quelle qu'elle soit agricole ou autre? C'est d'avoir un chiffre d'affaires conséquent, c'est de réaliser des bénéfices pour les répartir entre les associés ou le porteur de part. Tandis que dans le monde associatif, la seule obligation qui nous incombe, c'est d'équilibrer les comptes. Point barre. Pas autre chose. Donc vraiment, je me voyais à l'antipode de l'entreprise au sens large du terme. Et puis, je me suis souvenu qu'en 1998, j'avais reçu la visite d'un contrôleur des impôts. Ça arrive. Préparez-vous. C'est pas toujours agréable. Et ce monsieur, charmant au demeurant, m'a dit, mais monsieur Chicot, lorsque vous mettez en exergue, n'est-ce pas, le logo des entreprises qui vous donnent des subventions, nécessairement, vous faites un acte de commerce. Et si vous faites un acte de commerce, bien, vous tombez dans l'optique fiscale que vous connaissez bien, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Et c'est ainsi que depuis 1998, eh bien, l'association Le Grand Raid s'acquitte de la TVA, de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés. C'est super. Ironie du sport, c'est que Le Grand Raid, lui de son côté, de par son activité nationale et internationale, apporte des retombées économiques indéniables à La Réunion. Ça a été calculé par un service totalement indépendant, commandité par l'IRT, c'est plus de 12 millions par an. 12 millions par an. Et nous, on nous demande de payer l'impôt sur les sociétés. Je me garderai bien de faire des réflexions subversives, n'est-ce pas? Mais la générosité, vraiment, est très mal payée. Mais ça, nous le savions déjà. Donc, à partir de là, oui, la vue baisse un petit peu. À partir de là, je me suis dit, mais il faut revoir le problème, car on n'est peut-être pas aussi éloigné que cela de l'entreprise au sens générique du terme. Et je reprends un terme et une phrase de Gilbert Cesbron
il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je vois qu'il y a une approbation totale, mais il faut donner la totalité de cet adage. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, disent les imbéciles quand ils changent. J'aime bien cette autodérision, elle est agréable et elle est très humoristique. Toujours est-il que, à partir de 1998, comme je le disais, il va y avoir une ponction régulière qu'on va répercuter, bien entendu, sur les compétiteurs, parce que c'est l'essentiel du budget et de la trésorerie du Grand Raid est alimenté par les cotisations qui sont payées par les compétiteurs. Alors, si nous devions chercher des points de rencontre, des similitudes entre les deux structures, c'est-à-dire l'entreprise et l'association, on pourrait en trouver une grande quantité, mais on va s'arrêter simplement à deux parce que le temps m'est compté, on m'avait fait comprendre que j'avais un quart d'heure, pas plus. Alors, par exemple, le principe de la hiérarchie pyramidale. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, vous avez un chef d'entreprise, un boss, et puis des salariés qui sont rétribués. Et dans l'association, vous avez un président, et puis des collaborateurs, mais qui travaillent dans le bénévolat total, je dis bien total, c'est-à-dire à peu près 1800 bénévoles, que je ne connais pas, mais qui œuvrent tous les ans régulièrement, avec beaucoup d'altruisme et beaucoup de générosité. Ensuite, on pourrait citer que, en principe, un chef d'entreprise fixe une feuille de route, un objectif, et on va essayer de le suivre. Sur le plan du droit, vous savez que le patron est toujours responsable, a priori, il doit rendre des comptes pour son entreprise et pour ses collaborateurs. Donc, il y a des similitudes qui sont flagrantes, qui sautent aux yeux et qui permettent de considérer que l'entrepreneurial n'a pas l'exclusivité, n'est-ce pas, l'exclusivité de l'esprit d'entreprise. Il existe également dans le monde associatif. Je parlais tout à l'heure avec Jérôme Galabert, il doit être par là. Non, il est en train de boire sa bière, il a bien raison. Et il vous fera peut-être... Vous ferez peut-être connaissance de ce qu'il a imaginé, un maillage justement entre le salariat et le bénévolat. Mais tous ces critères objectifs ne suffisent pas à expliquer le processus d'enclenchement de l'action de l'entreprise. Ce mot n'est pas de moi, voilà pourquoi j'ai quelques difficultés à vous le donner. Il vient tout simplement de Pierre Drucker. Ce n'est pas un parent à Drucker que vous connaissez tous les dimanches soirs, qui a dit: eh bien, l'esprit d'entreprise, c'est ni une science, ce n'est pas un but, c'est une pratique. Alors, on va faire rapide. Ni une science, l'entrepreneuriat, bien sûr, n'est pas codé. Il n'y a pas de démarche scientifique, il n'y a pas de miracle non plus, vous le savez. Ni un but, oui, parce que ce n'est pas une fin en soi, mais par contre, c'est une pratique. Une pratique, c'est quoi? C'est la manière de faire. C'est ça l'état d'esprit d'entreprise. C'est une première impulsion, c'est une première étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et il me vient en mémoire, afin d'illustrer ce que je viens de dire, qu'à une certaine époque, nous avions perçu parmi les compétiteurs une certaine lassitude et une petite baisse dans la fréquentation de la Diagonale des Fous, que vous connaissez bien entendu, puisqu'on connaît essentiellement cette course mythique, puisque c'est la plus belle, la plus grande et la plus difficile. Donc, à partir de là, on cherchait des solutions. Et puis le directeur de course, Denis Boulet à l'époque, nous a fait une suggestion qui a été adoptée, à savoir qu'on allait transformer la course qui s'appelle maintenant le Zambrocal d'une course, n'est-ce pas, solitaire à une course solidaire. À savoir qu'on va découper un itinéraire par tranche. Chaque tranche sera accomplie par un compétiteur et nécessairement va naître un esprit collectif. Et ça, c'est un point qui sera développé dans toutes les entreprises. On a une équipe, on veut que cette équipe gagne et on fait en sorte, n'est-ce pas, qu'elle gagne. Donc, à partir de cette illustration, on a bien vu qu'il a fallu cette petite étincelle
qui a été exploité, qui a reçu une adhésion la plus totale de la part du comité directeur pour aller de l'avant. Mais la volonté d'aller de l'avant ne suffit pas, car elle doit s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est le plus difficile. Je vous prie de croire que, sous les apparences d'une grande facilité, le Grand Raid, c'est une entreprise au sens générique du terme et généreux du terme en même temps, parce qu'elle a permis de regrouper des personnes d'horizons tout à fait divers dans un but final, c'est-à-dire donner du plaisir à des gens qui viennent chercher la gagne, la course, avec des bobos, avec des difficultés, mais c'est là le plaisir de la part de ses compétiteurs. Et le moteur de l'action, c'est quoi? C'est la passion. La passion qui anime, n'est-ce pas, les dirigeants, bien entendu, car vous êtes où vous devenez, où vous devrez un jour être passionné si vous voulez entreprendre quelque chose. On ne peut pas se contenter de faire la petite gestion pépère, le petit ronron, tranquille. Il faut aller de l'avant, il faut innover, il faut trouver des solutions beaucoup plus attractives que les autres, car il y a la concurrence, bien entendu. Donc, cette passion, eh bien, le Grand Raid, elle la nourrit. Tout le monde a entendu parler de la diagonale des fous. Alors, en termes de folie, nous n'avons pas de leçon à recevoir. Mais par contre, il la faut, cette folie. Je dirais même que si pour courir, il faut être un peu fou ou folle, il n'y a pas d'exclusivité, il faut être un peu fêlé pour l'organiser. Ça, j'en conviens, mais tous les ans, on se le répète, c'est la dernière fois et on recommence et c'est reparti, n'est-ce pas, comme si de rien n'était. Voilà, quelques mots, n'est-ce pas, et quelques réflexions. J'ajouterai que lorsque je suis rentré dans le chaudron de l'organisation du Grand Raid, cette grande période qui va durer plus de 23, 24 ans, 25 ans même, avait été précédée d'une timide tentative de courir. Et ça, je pense que c'est important. J'ai été compétiteur, mais alors vraiment, le petit compétiteur. Je crois d'ailleurs que la première course, en 1994, j'ai fini dernier ou avant-dernier. N'applaudissez pas, j'avais fait mon possible, mon maximum, mais j'avais été très mauvais, bien entendu, ce qui m'a permis de me rattraper par la suite dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion administrative de l'association Le Grand Raid. Tout ça pour dire qu'il n'est pas inutile, peut-être, c'est une réflexion que vous pourriez avoir, de considérer que, avant d'être patron, il faut peut-être aller vers des tâches plus serviles, plus ouvrières. Et en tous les cas, s'agissant du Grand Raid, je puis vous assurer que la quasi-totalité des membres du comité sont des gens qui ont fait le Grand Raid. On ne peut servir le Grand Raid que si on l'a parcouru dans une des 4 courses, n'est-ce pas, mythiques que vous connaissez. Alors, en conclusion, je suis dans l'état là? C'est bon? L'entrepreneuriat n'est pas réservé, n'est-ce pas, à l'activité commerciale, car elle est une manière de gérer dans laquelle il y a sous-tendu toujours l'innovation. Il faut innover. J'écoutais avec attention tout à l'heure le premier intervenant. Il m'a séduit par ses paroles, par sa volonté d'aller de l'avant, par la foi qu'il a. Car il faut avoir la foi, ça n'a rien de religieux, tout simplement, c'est une pensée profonde qui vous permet de franchir les obstacles, et des obstacles vous en trouverez dans votre parcours, souvent d'ailleurs de la part de gens qu'on considère comme des amis, et qui sont souvent des faux culs. Mais enfin ça, on n'en parlera pas, c'est là le problème. Alors, je ne résiste pas à la tentation de parler encore de Pierre Ducaire, qui est un économiste de renommée, qui disait « La meilleure façon de préparer l'avenir, c'est de le créer. Dans nos actions, il n'y a pas de fatalité, pas de miracle. Et chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Du genre, regrouper autour de ce concept de l'entrepreneuriat plus de 300 personnes. Je vous soumets cette réflexion. Merci.